monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Un quart d'heure ensemble pour faire le tour de la planète sport. Au programme aujourd'hui, regardez. La Coupe du Monde avec Didier Deschamps qui dévoile sa liste des 23, on s'en doutait, mais c'est désormais sûr. Samir Nasri ne fera pas partie du voyage. Coupe du Monde encore avec Radamel Falcao qui est toujours blessé, mais les Colombiens gardent l'espoir de voir leur idole jouer au Brésil. Le Maccabi Tel Aviv part à Milan pour y jouer le Final Four. L'objectif est clair, ramener une 6e Euroleague en Israël. Enfin, le sport, c'est pour les jeunes, mais c'est aussi pour les plus âgés. Un retraité n'a rien trouvé de mieux que de fêter ses 104 ans en courant un 100 mètres. Et je vous propose évidemment d'ouvrir cette édition par la Coupe du Monde. Didier Deschamps a communiqué sa liste finale des 23 joueurs qui l'accompagneront au Brésil. Quelques bonnes surprises comme Lucas Digne, Clément Grenier ou bien encore Antoine Griezmann, mais aussi quelques absents de marque, Eric Abidal, Gaël Clichy, mais surtout Samir Nasri, récemment sacré champion d'Angleterre avec Manchester City. Didier Deschamps nous explique sa vision et sa manière de sélectionner les joueurs pour le mondial. Le sportif est aussi important que le mental, selon lui. On l'écoute. J'ai été toujours convaincu au fond de moi que il y a la logique sportive. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et la logique humaine qui est de faire les 23. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est la moins mauvaise, parce que ça me permet d'avoir 23 joueurs qui sont aujourd'hui concernés et qui se préparent avec un état d'esprit pour aller jouer cette compétition. Alors évidemment, l'absent le plus décrié, vous vous en doutez, hein, c'est Samir Nasri, le joueur de Manchester City, a fait une saison pleine en Angleterre. Il est l'un des grands artisans du titre de son équipe. Son absence de la liste de Didier Deschamps a fait les choux gras de la presse britannique qui ne comprend pas cette décision. Didier Deschamps évoque, lui, un problème de discipline. Je vous propose de l'écouter. J'ai aussi parlé en tout premier lieu que c'était un joueur de qualité, et il a beaucoup de qualité, mais qu'aujourd'hui, ses performances en équipe de France, elles ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec Manchester City. Et au fait, du statut. Il est important là-bas, il a un statut de titulaire. En équipe de France, ce n'est pas le cas. Alors évidemment, il y a 23 joueurs sur la liste, mais ce qui nous intéresse, ce sont les 11 joueurs qui seront alignés sur le terrain. Notre rédaction vous propose la composition d'une équipe type. Regardez avec Lloris dans les buts, Koscielny et Sakho en charnière centrale, Debuchy Evra sur les ailes, en milieu de terrain, le trio Matuidi, Pogba et Cabaye. Et puis enfin en attaque, une triplette magique qui a fière allure avec Valbuena, Ribéry et Benzema. Et les annonces des sélections nationales s'enchaînent. C'est au tour de la Belgique de divulguer sa liste des 23. Regardez, Marc Wilmots, le sélectionneur des Diables Rouges, a fait dans le classique aucun grand nom manque à l'appel. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini ou encore Vincent Kompany. Ils seront tous là pour défendre leur couleur nationale. Une équipe qui a bien belle allure et que nous surveillerons de près, bien entendu. Coupe du Monde, toujours. La liste de l'Argentine a été dévoilée par le sélectionneur Alejandro Sabella. Grosse déception pour les supporters de Tevez qui avaient pourtant tenté de soutenir l'Apache en descendant dans les rues. 3e meilleur buteur de Série A avec 19 réalisations sur la saison avec la Juventus. Il est d'ailleurs champion d'Italie. L'Argentin n'est jamais rentré dans les plans du sélectionneur depuis sa prise de fonction en 2011. Une décision finalement qui déçoit, mais qui ne surprend pas. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Javier Pastore, est lui aussi écarté de la Coupe du Monde malgré une très bonne saison. Beaucoup d'absents donc, et donc beaucoup de déçus lors de la présentation de ces listes. En Colombie, on s'inquiète beaucoup du sort de Falcao. L'attaquant star de la sélection de l'AS Monaco n'a pas foulé les pelouses depuis près de 5 mois. Je vous rappelle qu'il a subi une opération suite à une rupture des ligaments croisés du genou. Le pays a toujours espoir de le voir se rendre au Brésil et justement le sélectionneur José Pekerman a inclus le buteur dans une pré-liste de 23.
Pour son premier match de préparation à la Coupe du Monde, l'Allemagne n'a pas pu faire la différence face à une équipe de Pologne qui a tenu bon. Un match débuté dans l'agressivité côté allemand avec une tête de Rüdiger à la 32e minute et un retourné acrobatique de Hahn à la 6e minute, à 6 minutes de la fin, sans toutefois marquer le moindre but avec un score final de 0 partout. L'équipe avec une moyenne d'âge de 21 ans n'avait jamais été aussi jeune. Elle a également été privée de nombreux de ses joueurs vedettes occupés dans leurs clubs respectifs. Cela aura permis au sélectionneur Joachim Löw de se faire une idée des compétences des jeunes espoirs allemands en vue de 2016 et de 2018. Deux autres matchs de préparation à la Coupe du Monde auront lieu, le 1er et le 6 juin, avec respectivement le Cameroun et l'Arménie. Allez, on passe à l'Europa League. À présent, la finale se joue au Juventus Stadium entre deux équipes habituées aux compétitions européennes. D'un côté, le Benfica Lisbonne, qui a déjà commencé à contrer la malédiction de la saison précédente en s'offrant le titre de champion du Portugal et la Coupe de la Ligue portugaise. L'enjeu est énorme pour l'équipe qui se met à rêver d'un quadruplé historique et en remportant le match de ce soir et la finale de la Coupe du Portugal face au Rio Ave dans quelques jours. En face, le FC Séville souhaite finir en beauté avec un 5e rang en Liga et une place assurée pour la prochaine Europa League. Des conditions propices à un match de haut vol que nous ne manquerons évidemment sous aucun prétexte. Afin de lutter contre le racisme qui existe dans les stades de foot, l'UEFA n'a pas manqué de rappeler à ses membres l'importance de faire appel à la législation. En effet, en cas d'incident raciste, les arbitres fermeront partiellement les stades. En cas de récidive, tout le stade sera condamné. Des mesures qui seront appliquées pour bien faire comprendre aux supporters qu'en matière de racisme, la tolérance est zéro. Une enquête judiciaire s'est ouverte à l'encontre du sélectionneur du Brésil, Luis Felipe. Les deux chefs d'accusation évasion fiscale et blanchiment d'argent. C'est basé sur un montant de 7 millions d'euros qui n'aurait pas été déclaré. Le Brésilien décline toute responsabilité dans cette affaire et il déclare que s'il y a quelque chose d'incorrect, ce n'est absolument pas de son fait. À un mois de la Coupe du Monde, l'homme se serait bien passé d'un tel scandale. Suite de l'affaire Pistorius, maintenant dans la tourmente également, il sera placé en hôpital psychiatrique à la suite des conclusions du médecin de la défense. Cette décision qui permettra ou non de déterminer si Pistorius a une pathologie psychiatrique, une anxiété généralisée, et cela pourrait alors expliquer son acte. Durant ce mois d'hospitalisation, le controversé champion paralympique va subir de nombreux examens. Cela pourrait être un tournant dans le déroulement de ce procès. Le sport pour la paix, plus précisément le football, pour promouvoir des valeurs de solidarité et d'entraide, se rassemblaient pour mieux se connaître, se comprendre, aimer son prochain. C'est le pari du Centre Pérez pour la paix. L'association créée par Simone Pérez, le président israélien. Enfants palestiniens et israéliens se sont rencontrés à Herzliya pour un match de football. Une ambiance bon enfant, mais beaucoup de sérieux quand même, vous allez voir. Et la cerise sur le gâteau, certains ambassadeurs n'ont pas eu peur eux aussi de mouiller le maillot. La caméra d'i24 News n'a rien raté de cet événement. Regardez. À quelques jours de la Coupe du Monde de football au Brésil, les regards se tournaient cette semaine, en tout cas en Israël, vers Herzliya. C'est là-bas que le Centre Pérez pour la paix, ONG du nom de son fondateur Shimon Peres, organisait son mini-tournoi de foot annuel. L'occasion pour les ambassadeurs et les diplomates en poste en Israël de se réunir sous le slogan coexistence. Et cette année, le capitaine des diplomates n'était autre que Dave Sharma, ambassadeur d'Australie en Israël. C'est une occasion sympathique d'entrer dans l'esprit de la Coupe du Monde. Mais nous sommes surtout des grands supporters du Centre Pérez pour la paix et de leurs actions pour promouvoir la coexistence entre les Arabes et les Juifs. Mais avant la rencontre des ambassadeurs, des centaines d'enfants venus de tout Israël, dont des villes les plus touchées par le terrorisme palestinien comme Sderot, ont participé à un tournoi amical. Les équipes étaient mixtes et composées de juifs ainsi que d'arabes venus des territoires disputés ou de villes comme Jéricho ou Shechem. Les enfants essayent de parler le langage des autres. Par exemple, on leur a appris à dire Atini aujourd'hui, ce qui veut dire « passe-moi la balle ». Le football est un langage international. En sus des joueurs, les entraîneurs sont également des hommes et des femmes, juifs et arabes. Et en finale de ce mini-tournoi, un programme inédit, la Belgique contre la Grèce. Et si le score rappelle celui de la France lors de la Coupe du Monde 98, 3-0, la défaite n'en est pas moins difficile à digérer pour les joueurs de la Belgique, des enfants mais qui parlent comme des pros. On est déçus d'avoir perdu cette finale 3-0. On n'avait pas perdu un seul match avant la finale. Mais bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. J'ai encaissé 3 buts, c'est comme ça.
Après cette grande finale, les enfants ont rejoint le grand stade de la ville afin d'assister à la rencontre amicale des diplomates. Bonne ambiance, musique à fond et amitié étaient les maîtres mots de cette journée. L'occasion pour Dave Sharma de transmettre un message à Shimon Peres, le président de l'État juif qui quittera ses fonctions dans moins de 2 mois. Je lui souhaite beaucoup de succès pour ces 2 derniers mois à la présidence et je lui souhaite une carrière longue et prospère pour son retour au Centre Peres pour la paix. On passe à la NBA. Les Washington Wizards n'ont pas dit leur dernier mot dans la série qui les oppose à Indiana. Menés 3-1 dans la série, les Wizards sont allés surclasser Indiana sur leur parquet. Score final 102-79, une victoire qui soulage, mais surtout qui relance Washington, qui revient donc à 3-2 et va recevoir le prochain match. Beaucoup de suspense donc, mais surtout de la déception de la part d'Indiana, qui ne parvient pas à confirmer son statut de champion et de conférence Est en saison régulière. Et à l'Est, justement, Miami et Indiana dominent toujours les débats, mais cela se resserre. Alors qu'à l'Ouest, San Antonio est toujours largement en tête et Oklahoma prend la tête dans sa série et mène 3-2. C'est une équipe de basketball mythique. Le Maccabi Tel Aviv, mené par des joueurs américains, fait une très bonne saison. Le club israélien va s'envoler pour Milan, où il disputera le Final Four. Si les hommes de David Blatt vont en finale, ils remporteront peut-être l'Euroleague et ils y croient dur comme fer. Regardez le reportage de Merav Savir, Lise Barenbaum et Mathieu Tobman. C'est un grand jour pour les joueurs du Maccabi Tel Aviv et leur entraîneur David Blatt. Ils enfilent leurs nouveaux costumes et c'est le grand départ pour Milan, où ils partent conquérir leur 6e titre d'Euroleague. Cette année, l'escapade milanaise va être difficile. Le Maccabi va rencontrer des adversaires sérieux, le CSKA Moscou, le Real Madrid et Barcelone. Où que vous regardiez, à droite, à gauche, en haut, en bas, le rival est très fort. Les 4 meilleures équipes d'Europe font partie du Final Four, il n'y a pas de doute. Pour commencer, le Maccabi va devoir affronter le CSKA Moscou en demi-finale. L'équipe russe a battu les Israéliens par 2 fois cette saison. Blatt sait très bien que le match de vendredi sera difficile. Depuis le début de la saison, le CSKA est un candidat très sérieux dans la course au titre. Nous en sommes conscients. Nous connaissons nos forces, mais nous savons que nous avons pleinement notre place dans la compétition. Nous arrivons donc avec toute notre motivation pour les battre. Pour vaincre Moscou et gagner le titre suprême, le Maccabi peut compter sur Alex Tyus. C'est sûrement le joueur qui a le plus progressé cette saison. Il est l'un des atouts majeurs de l'équipe. Tyus sait très bien qu'il va devoir rester performant jusqu'au bout. Il faut tout donner et jouer avec agressivité. C'est ce que j'ai fait toute cette saison et je dois continuer. Rester concentré, jouer avec force et faire le maximum pour aider l'équipe à gagner. Mais l'équipe compte aussi des vétérans comme David Blue qui jouera le Final Four avec le Maccabi pour la 4e fois de sa carrière. Blue a pris un congé sabbatique la saison dernière, mais il est revenu sur les parquets de Tel Aviv. C'est peut-être son dernier tournoi et il tient vraiment à remporter le trophée. Le basketteur attend cette rencontre avec impatience. Le Final Four, c'est vraiment un moment qu'il faut savoir apprécier. Vous savez, dans le basket, les carrières changent tout le temps au fil des saisons. Vraiment, la chose la plus importante, c'est de s'amuser pendant les matchs, vivre l'instant présent. L'été, nous les sportifs, nous prenons des décisions importantes. Pour le moment, je vais juste profiter du Final Four. Lors de ses 5 derniers Final Four, le Maccabi s'est qualifié à 5 reprises pour la finale. De bon augure pour l'entraîneur David Blatt. Une victoire cette année signifierait pour lui son premier trophée en Euroleague. Une page tennis à présent, les Masters 1000 continuent à Rome. Et puis belle entrée en matière dans le tournoi pour Stanislas Wawrinka, le vainqueur d'Open d'Australie et des Masters de Monte-Carlo, a battu l'Espagnol Pere Riba facilement. 6-0, 6-3, le Vaudois continue sa superbe saison. Milos Raonic, tête de série numéro 10, a éliminé l'Italien Simone Bolelli, 162e joueur mondial, en à peine 1h39 et 2-7, 6-3, 7-5. Le Canadien retrouvera en 8e de finale Kevin Anderson ou Joe Wilfried Tsonga.
Et puis regardez, ce sport se pratique à tout âge. À 104 ans, Stanislas Kowalski détient le record du 100 mètres des centenaires. Il est le sprinter européen le plus rapide dans sa catégorie. Le Polonais a visé cette année le record du monde, mais il a été dépassé de 3 secondes par un Anglais, Foja Singh. C'est déjà une belle performance pour cet ancien agriculteur qui s'est mis à l'athlétisme après 100 ans. Une discipline de fer, de l'exercice tous les jours et une alimentation saine. Voilà les recettes simples d'une forme exceptionnelle de ce sportif hors du commun. Il compte bien participer au championnat d'athlétisme des vétérans qui aura lieu en Pologne en 2015. Bravo à lui en tout cas. Et puis des images de surf à présent, c'est Michel Bourré qui a remporté le Billabong Rio Pro, 4e épreuve du circuit professionnel. Il s'impose en finale face au Californien Coloré Andino. C'est déjà sa 2e victoire cette saison. Je vous rappelle qu'il a déjà gagné la manche de Margaret River il y a un mois. Avec sa 4e place, Bourré se rapproche de la tête du classement mondial. Pour le moment, c'est Kelly Slater qui domine les débats. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sportives. Surtout ne zappez pas, l'info continue sur i24 News. Et si vous avez envie de nous revoir, n'oubliez pas que notre site internet est disponible pour vous 24 h sur 24. Merci d'avoir choisi notre chaîne.